Bonjour Baptiste, je suis en compagnie ici de Marie-Madeleine, que j'accompagne depuis 4 ans maintenant, à qui il lui est arrivé un gros coup sur la tête du jour au lendemain. Marie-Madeleine, bonjour. Voilà, bonjour, c'est moi Marie-Madeleine et vous comprenez tout de suite le sale coup que j'ai reçu du jour au lendemain. Voilà, on rentre dans le vif du sujet direct, désolé pour les âmes sensibles, mais c'est la vie en chair et en os. Et en même temps, on ne dit rien pour un homme, regardez Baptiste. En même temps, on dit rien, je dirai rien. Marie, merci de me recevoir chez toi ici au coin du feu qui réchauffe le corps et le cœur. Voilà, moi j'avais envie de partager avec toi, surtout de faire partager aux personnes qui nous regardent un petit peu ce qui s'est passé pour toi, ton parcours et d'abord ce qui t'est arrivé. Tu nous l'as montré par le geste, mais concrètement c'était quoi? Alors concrètement, c'était au mois de février 2013. Un week-end, mon ventre a beaucoup grossi, faisant croire que j'étais enceinte de 7-8 mois. Une visite chez le médecin a provoqué la panique, examens médicaux et le cancer de l'ovaire était dit le vendredi. Ensuite, bien sûr, nouveaux examens. Ce n'était plus un cancer de l'ovaire car tout l'abdomen était envahi de tumeurs et de métastases. Dans ces cas-là, on parle de carcinose péritonéale. Donc, intervention chirurgicale. Le responsable de l'imagerie médicale m'a dit je ne sais pas pourquoi on vous ouvre puisqu'ils vont vous refermer aussitôt. Une gynécologue de campagne m'a dit j'espère que vous savez, vous aimez, vous croyez prier, vous croyez en Dieu, parce qu'il faudra prier pour vous. Voilà. Donc première intervention de 3-4 heures qui s'est soldée par un début d'hystérectomie. Ensuite chimio, une grosse chimio lourde où j'ai déjà perdu mes cheveux. Là, les tumeurs ont régressé, permettant une nouvelle intervention chirurgicale qui a duré à 8 heures, où il a fallu tout laver l'intérieur de l'abdomen, il a fallu enlever 70 cm de côlon, et je me suis retrouvée avec une stomie, c'est-à-dire une poche externe pour les excréments. Pas drôle. Et afin de continuer le traitement des métastases et évacuer toutes les petites cellules, j'ai eu de nouvelles chimios. Et en septembre, ce qui ne devait jamais arriver est arrivé, avec une occlusion intestinale qui était diagnostiquée au bout de 5 jours. Donc là, j'ai connu les douleurs intenses, les soins palliatifs et tous les traitements de la douleur qu'on peut vivre. J'ai beaucoup voyagé comme si j'étais droguée. Et la stomie, donc je l'ai eu 7 mois. Elle a été enlevée en février 2014. Et voilà. Ensuite, il y a eu une première récidive fin 2014, 10 mois après la fin de la première chimio. Donc il a fallu repartir sur un nouveau traitement de chimio qui là a été très dur puisque la première a été difficile et pour la deuxième et la troisième j'ai été transfusée à chaque fois. Ensuite, il s'est passé qu'au niveau du PET scan, dans des examens d'imagerie médicale, il n'y avait plus de traces de tumeurs, donc le cancer avait régressé. J'ai eu un traitement pendant 10 mois pour empêcher la vascularisation des cellules, c'est-à-dire les bloquer dans leur évolution. Et donc en août 2016, j'ai fini ce traitement et en septembre 2016, nouvelle récidive. Et là, je l'ai très mal pris.
la première, j'avais pris ça comme un accident de parcours. Et la seconde, ben là, il a fallu mettre le nez dedans et se rendre compte que maintenant c'était une maladie chronique et que j'allais devoir vivre avec le cancer, que je ne pourrais pas en guérir. J'ai perdu 15 kilos que j'avais pris avec les différents traitements. Et puis, ben, début de dépression. Et maintenant, j'ai terminé hier mon protocole de chimio. Ça va être les différents examens pour voir où ça en est. Et puis, je vais, j'espère, déclarer en rémission. Alors, il faut aussi savoir que en 2013, le corps médical a diagnostiqué, madame, il vous reste 4 mois. 4 mois à vivre. C'était en février. Et on a dit à mon mari que je ne pourrais pas fêter mon anniversaire qui était le 30 avril. 2013. De Paris. Voilà. On est en 2017 aujourd'hui. Ouais. Marie est toujours là. Le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà, donc il s'est quand même pas mal passé de choses. Vous avez vu un petit peu son parcours et... Parcours médical, parce qu'à côté, il y a eu ça. tout un parcours très très différent. Voilà, donc en soi, effectivement, le parcours médical, il n'a rien d'extraordinaire, même si c'est quelque chose d'hyper lourd à supporter. Mais je veux dire, c'est le traitement classique quand ça va pas. Sauf que, comme elle est en train de nous dire là, il y a quelque chose qu'elle a su mettre en parallèle de tout ça. Un traitement spécial Marie-Madeleine, en parallèle qui va mieux en parler, mais qui t'a aidé à être là aujourd'hui, en tous les cas, qui fait, comment on dit, qui complète ou qui vient aider les soins médicaux nécessaires. Oui. Déjà, la toute première aide que j'ai eue est venue, bon bien sûr, je n'en parle pas, mais j'ai eu ma famille et mes amis omniprésents. Ça, c'est important. Très, très important. Par exemple, quand j'avais la stomie, j'étais complètement coincée avec ce truc-là. J'avais toujours peur, c'est arrivé plusieurs fois, des accidents, que ça se décolle. Et c'est... moi, je le vivais comme quelque chose de très, très gênant et humiliant. Donc j'ai des amis, on avait fait le réveillon de la Saint-Sylvestre chez eux parce qu'ils avaient des chambres d'hôtes et j'avais ma chambre, ma salle de bain juste à côté. Donc tout le monde dans mon entourage s'est mis en quatre pour m'aider. Mes copines, qu'à l'époque je faisais du cheval, venaient tous les vendredis. D'ailleurs ça nous a coûté une fortune avec champagne. Et on a vraiment, le moindre petit moment où j'allais mieux, on l'a fêté dignement, tous ensemble. Donc ça, c'est le côté famille, amicale. Mais ce que Maud m'a apporté, ma fille, au tout début, c'est les mandalas. C'est tout bête. Ce sont des coloriages, mais des coloriages avec une forme bien précise. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un de très un peu extraverti, qui aime bien rire, avec une bonne imagination, voilà. Et les mandalas, ça vous permet de faire réactiver votre cerveau gauche et votre cerveau droit. Il y en a un qui est beaucoup plus pour les émotions, les expressions, et l'autre pour les formes. Et en dessinant le mandala, on obligeait les deux parties du cerveau à se reconjuguer, à se repositionner. Et ça, honnêtement, ça m'a bien aidé pour ne pas dériver, pour ne pas partir. Dès que j'avais un petit peu de force, j'avais mes crayons de couleur et mes dessins. Et je dessinais. Au départ, des dessins tout simples. Et puis petit à petit, ça s'est compliqué. Voilà, il y a eu ça. Il y a eu des aides plus comportementales, j'allais dire, avec la méthode Feldenkrais, qui m'a permis de comprendre et d'agir avec ce qui se passait dans mon corps. Et puis avec le coaching aussi donc de Baptiste, qui lui faisait un lien plus particulier entre ce qui se passait dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions. Voilà. Ça a été ce type d'aide-là qui m'ont bien aidé.
Et puis en 2015, après ma récidive, j'ai découvert les produits Beljanski, que je ne quitte plus désormais. Ce sont des nutriments qui sont interdits en France, mais qu'on peut se procurer via le site Beljanski, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Et il y a eu l'homéopathie. Et via les homéopathes, j'ai eu accès à des traitements pour les chimios. Ça reprenait les mêmes molécules, mais à des doses beaucoup plus infimes, homéopathiques, et qui m'aidaient à préparer mon corps avant, et puis après, de telle façon à ce que ce ne soit pas des abrupts, mais des pentes douces de chaque côté. Il y a eu, tout le temps, ça fait souvent sourire, il y a eu mon druide. Je vis en Armorique, en Brocéliande, et je suis amie avec un druide qui m'a accompagné qui est venu me voir à chaque chimio, pour ainsi dire, pour établir mes énergies. Donc ça a été vraiment une aide très importante pour moi. Et il y a eu aussi un prêtre, bien que je ne sois pas catholique pratiquante, je dirais ni même croyante, mais qui a été beaucoup présent. Et puis voilà, quoi. Il y en a plein d'autres. Ouais, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, en fait, c'est vraiment ta capacité à t'entourer. Et il y a quelque chose qui t'arrive, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je suis capable à mon échelle de faire, et qu'est-ce que, grâce à l'aide que j'ai commencé à demander, qu'est-ce que ça peut engendrer encore comme aide supplémentaire, et du coup qui dans un ensemble crée vraiment une osmose d'aide, de soins, voilà, on appelle ça comme on veut, mais qui vraiment, tu me le partages à chaque fois, hein, qui viennent vraiment te mettre un gros bol d'air, je dirais pas jusqu'à du confort, mais en tous les cas quelque chose qui vient accompagner cet état et du coup qui permet encore d'être là aujourd'hui grâce à tout le reste en fait. Oui, la question souvent se pose pour moi, c'est oui, moi je suis toujours là. On était quand même un certain nombre à être diagnostiqués de la même maladie et les autres sont mortes. J'ai accompagné des amies, pareil, atteintes comme moi et elles sont mortes aussi. Alors qu'est-ce qui fait que je suis là encore aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Si ce n'est que j'ai appris à me faire confiance, à faire confiance à mon ressenti. Et donc là, on parlait des différentes thérapies. Certaines, je les ai ressenties négativement. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai refusé. Et il y a des êtres aussi, des personnes que j'ai ressenties négativement, qui, croyant voulaient me faire du bien, me faisaient du mal. Là, j'ai arrêté aussi. Par exemple, la personne qui m'avait dit une fois, une récidive, et si jamais tu avais une seconde stomie, tu en mourrais. Je dis merci, là tu viens de déclarer ma mort. Et donc, toutes ces paroles-là, j'ai appris à les mettre à distance, voire à mettre à distance les personnes qui avaient ce type de discours. Donc, j'essaie toujours d'être dans le positif, on dit beaucoup ça aujourd'hui, mais d'être vraiment dans l'acceptation. Et puis, je sais très bien, les boxeurs le disent, s'ils refusent le coup de poing qui leur arrive sur la gueule, ils ont 10 fois plus mal. Moi, j'ai accepté ce coup de poing. Je n'ai jamais parlé de mon cancer comme étant d'une saleté, négativement. Je sais que ce cancer, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'alimente. C'est le mien. Personne d'autre me l'a inoculé, ce n'est pas un virus. Bon, on parle d'environnement, on parle de nourriture, on parle de tout ça.
J'ai toujours fait relativement attention, je n'ai jamais vraiment commis d'abus, j'ai pas vraiment fumé, j'ai pas été alcoolique, voilà, donc je ne suis pas droguée. Je peux pas me dire ah, si j'avais su, non, mon cancer, c'est le mien. Je pense que au fur et à mesure de ce que je vis, je pense qu'il m'apporte beaucoup. Moi qui étais une femme super active professionnellement et tout, ben, je suis redevenue plus cool, plus tranquille. Je me suis mise à l'écriture. J'écris même si je ne veux pas écrire sur moi, ça transperce, ça se voit, ça se sent. Si bien que l'hôpital m'a demandé de faire un recueil de mes textes pour pouvoir les donner, les distribuer aux malades et à leurs accompagnants, ainsi qu'aux médecins. J'y travaille et si ça peut apporter quelque chose, comme ce que l'on dit actuellement, eh bien tant mieux. Pour ceux qui sont intéressés par ces textes, vous pouvez ou me contacter ou contacter Marie-Madeleine. Ça vaut le détour, franchement. Tu parlais tout à l'heure de toi, en fait, de ton rapport à ce cancer et donc du coup au rapport que tu peux avoir avec les choses. On en parlait encore tout à l'heure et c'est aussi l'objet de beaucoup de notre travail, cette relation que tu peux avoir avec ce que tu vis. Il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? On prenait l'exemple, là j'ai dit que j'écrivais, mais aussi je fais de la photo. Et la photo de la nature. Et je me rends compte que maintenant, j'ai beaucoup moins de force. Je dors beaucoup plus, qu'à 14 heures par jour. Je suis très fatigable. Et donc je fais des choses plus lentement. Et en me promenant, eh bien, je vois des choses que je n'avais jamais vues avant dans mon environnement proche. Et les photos, parfois elles me percutent moi aussi parce que je suis passée 1000 fois à côté, je n'ai jamais rien vu. Maintenant je vois, maintenant je perçois aussi des choses différemment. Je sais que mon espérance de vie, elle n'est pas très longue, elle est réduite. Eh bien, j'ai décidé de ne pas me laisser emmerder par des choses qui pourraient m'atteindre. Donc, d'exclure tout ça et puis de me concentrer sur moi-même. Et donc, je me sens nettement plus cool, plus calme. Et avant, moi qui étais très tournée vers le haut, je dirais vers l'intellect, et bien là, à chaque fois, ça me ramène là où j'ai mal. Et je n'ai pas mal en ce moment, mais là où il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et donc vers le ventre et vers le bas, vers la terre. Et je le ressens dans mes photos parce que je suis très attirée par les racines, par les souches d'arbres où tout est presque mort, mais pourtant il est encore vivant. Donc finalement, il y a toujours un environnement qui est là, qui a toujours été là, avec lequel tu es toujours allé te promener, tu es toujours passé dans les endroits là, sauf qu'aujourd'hui, l'environnement n'a pas changé, c'est juste ton regard ou ta relation avec cet environnement-là qui est différente. Oui, la relation, parce que tu disais tout à l'heure que ça t'interpellait, ouais. Les choses t'interpellaient maintenant. Souvent on passe près d'un arbre, d'un tronc, d'un morceau de bois, d'un rocher recouvert de lichen. On voit bien les lichens, on voit bien le bois, on voit bien. Mais si on s'approche et si on regarde de très très près, et si là on prend une photo en plus, c'est autre chose. Et il m'arrive parfois il m'arrive souvent maintenant, quand je prends le temps, que je sais que je ne peux pas marcher trop longtemps, donc il faut que je sois dehors beaucoup à cause du soleil, c'est le printemps, et bien de me sentir comme interpellée par un arbre,
une souche, par une racine, et de la prendre en photo. Et là, il y a beaucoup de choses, elles disent beaucoup de choses, elles me disent beaucoup de choses. Et ce qui est tout nouveau pour moi, c'est cette sensation d'être interpellée par la nature. Avant, c'était moi qui allais voir. Maintenant, on se regarde à deux. Il y a un lien. Ouais. Je ne sais pas si vous ressentez la notion de vitesse et de temps et de douceur en fait dans ce qu'elle exprime. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, elle n'était pas du tout comme ça. Moi, je connais Marie depuis très longtemps parce que dans mon ancien métier, voilà, elle était aussi, on se côtoyait aussi. C'était un peu la boute en train des cours de fitness. On rigolait bien. Donc chacun était dans ce qu'il avait à faire à ce moment-là, mais elle n'était pas du tout dans cette même dynamique et dans cette même approche de la vie. Quand je l'entends parler là maintenant, je ne vais pas dire que c'est le jour et la nuit, mais si, c'est le jour et la nuit. C'est quand même la même personne, mais et on en parlait encore tout à l'heure, il y a vraiment un changement de posture de toi-même vis-à-vis du monde extérieur en fait. Oui, ben, le fait d'avoir fait des expériences où l'on n'est plus qu'une masse, où on n'est plus... Notre cerveau ne peut même plus fonctionner. Parce que lorsqu'on se réveille après 8 heures d'anesthésie générale et un corps qui va être 72 heures avec une péridurale, tellement tout est lourd. Quand on a fait ces expériences-là, et qu'on en ressort petit à petit, et c'est vraiment là le petit à petit, on sait, je pense que je sais d'où je viens et où je vais. Donc ça a été quelque chose de très très profond. Je l'ai fait plusieurs fois là avec le cancer. Je l'avais fait une fois avant, j'ai vu ce type d'expérience à un accouchement qui avait failli très mal tourner. Et autant la première fois après cet accouchement, je suis devenue une Wonder Woman, comme on dit, autant là, ça m'a recasé, remise dans une nouvelle direction, complètement à l'opposé de cette première fois. Donc j'ai réappris la simplicité d'un aliment, à le goûter, et la simplicité de la vie, et le fait de ne pas... ça ne sert à rien de se compliquer, si ce n'est que de vous prendre de l'énergie. Et là, je suis bien obligée de faire attention à mon énergie. Il n'y en a pas beaucoup. La mettre à ton service en tous les cas. Ouais. Et ne plus la disperser aux 4 vents. Donc du coup, c'est... Un recentrage. Ouais, c'est ça. Tu nous dis aussi que c'est passé par le corps, en fait, oui. par les sensations corporelles. Ah, oui. Tout ce changement cette déprogrammation neuronale. Surtout en faire 3 expériences en un an, c'est quand même très important. Donc j'ai quand même fait 10 anesthésies générales en 12 mois. Quand on sait qu'ils ont dit qu'il faut 3 ans pour récupérer d'une anesthésie générale. Donc j'en ai eu 10 en 12 mois. Je suis passée en réa 3 fois avec des soins très, très lourds. Mais il y a eu cet effet-là. Donc là, cette sensation de masse, voilà, on se réveille avec quand on est en réanimation. Alors que lorsque j'ai fait mon occlusion intestinale, et qu'il a fallu du temps, et donc la douleur n'était pas compréhensible par personne. Donc il a fallu 2 jours pour
trouvé déjà le traitement de la douleur. Donc c'est là où j'ai tout goûté, hein, le opium, morphine, et aussi les traitements au niveau du cerveau, parce que mon cerveau s'affolait dans tous les sens. Il a fallu absolument le déprogrammer, entre guillemets, parce qu'il ne pouvait plus gérer la douleur, il ne pouvait plus rien gérer. Et à ce moment-là, le seul moyen de communication que j'avais, c'était de toucher. Je touchais le genou de mon mari et je ne pouvais rien faire d'autre, ni entendre parler, ni aucun bruit. Donc là, on est très loin de l'être vivant tel qu'on se perçoit. Mais en même temps, je n'ai jamais eu peur et je n'ai jamais pensé à la mort. Je n'y étais pas. Ouais, tu as vraiment su rester branché sur le corps, Ouais. sur tes ressentis, sur ce qui se passait, et du coup, il n'y avait presque pas le temps d'interpréter ce qui se passait, ou Il n'y avait pas les moyens. d'anticiper, ou il n'y avait pas Il y les avait pas les moyens, il n'y avait moyens. pas l'énergie. Non. L'énergie, elle était ailleurs, elle n'était pas là. C'était Est-ce plus que possible. aujourd'hui... Ouais. Donc c'est quelque chose qui s'est fait quand même naturellement, ça, pour le coup. Oui. Oui, je ne me suis pas piqué moi-même, non. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais partager pour faciliter cette capacité à rester dans le corps, dans le ressenti, parce que tout vient de lui, tout part de lui, c'est lui qui aura le dernier mot, et voilà. Ce serait quoi le... Je ne sais pas, parce que mon mari me dit souvent, ok, tu avais besoin d'un cancer, mais tu aurais pu en faire un plus petit. Bon, parce que j'avais besoin d'être arrêtée, j'étais partie sur une exponentielle de vie, tous azimuts. C'était... Voilà. Tu étais à ton compte. J'étais à mon compte, consultante, complètement prise au jeu de mon travail. Voilà. Donc c'était la spirale infernale pour tout le monde. Très Pour occupé moi aussi. intellectuellement. Oui. Donc il fallait s'arrêter. Je ne voulais pas entendre parler de retraite. Je ne voulais surtout pas fêter mes 60 ans, ça tombait bien. C'était pas prévu que je l'ai faite par le corps médical. Voilà. Donc par contre, je ne souhaite pas à personne d'avoir un cancer pour pouvoir comprendre ce que je vis. Ça c'est sûr. Alors, quelle démarche faire et tout. Je crois que je vais être pragmatique. Si je n'ai pas eu peur de mourir, si j'ai accepté qu'on déprogramme mon cerveau, si j'ai accepté d'être dans cet état de dépendance de masse, c'est que je crois que mon heure n'était pas arrivée et que j'avais quelque chose d'autre à vivre. Bon, l'écriture me donne une direction, la photo une autre. Il y en a sûrement d'autres, j'espère, qui vont surgir. Mais ce que je pourrais dire, c'est que si vous êtes en vie encore, c'est que vous avez quelque chose à vivre. Alors, laissez-vous l'opportunité de le découvrir. Ne bloquez pas les choses, voilà. Je ne peux rien dire d'autre. C'est une expérience personnelle que l'on peut avoir à plus ou moins grande échelle. Et puis il ne faut pas avoir peur d'innover dans... Moi je ne me serais jamais vue avant faire des coloriages. Jamais. Et c'est ça qui m'a vraiment sauvée au début. Et dès que j'ai été guérie, eh bien, je suis redevenue nulle en coloriage. Et c'est pour ça que j'ai peur que si je guéris de mon cancer, qu'est-ce que je vais faire? Je serai nulle en écriture et en photo et je ne verrai plus rien. Il faudra trouver autre chose. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur et puis... on pourrait dire, c'est facile de dire, il ne faut pas avoir peur, mais franchement, quand on a ça sur la tête, on peut l'entendre. Merci Marie de ce partage. C'est pas simple, c'est très intime. Donc merci d'ouvrir
d'ouvrir cette fenêtre-là pour aller un peu explorer ce qui se passe chez toi et comment ça peut inspirer ou pas des personnes qui traversent des difficultés dans leur vie, quelles qu'elles soient, comme tu parlais du verre qui est grand ou qui est petit, voilà. Qu'importe, voilà, je retiens encore ce que tu viens de dire, quoi, cette acceptation, cette non-résistance. Et puis on en reparlait encore, ce niveau de conscience par rapport à ce que tu vis, quoi, qui te permet de rester là, quoi. Je suis là. Et ouais. Donc, non, mais le cancer pour moi a été un bon moyen. Mon corps, ben, je le remercie souvent. Je le remercie souvent. Voilà, de supporter tous ces traitements lourds. Je dois être rendue à une 50aine de chimio. Voilà, et puis de me donner la possibilité d'écrire, de marcher, de regarder, ben là c'est le printemps, je vais me mettre à mon jardin, et puis ça y est, je vais adopter un chien demain. J'ai demandé à l'oncologue 15 ans d'espérance de vie comme celle du chien. C'est pas sûr, mais bon, je ferai au mieux pour ne décevoir personne. On sera obligé de refaire une vidéo dans 15 ans. Oui. Voilà, donc parfois on a du mal à se lever le matin, parfois c'est dur, mais bon, il y a des très bons moments. Et maintenant, l'autre jour, j'ai pu regarder mes jonquilles et j'ai calculé qu'au mois de mars, une jonquille, il lui fallait 4 heures pour ouvrir un pétale. Avant, je n'aurais jamais vu ça. Comme quoi, en fonction de ce que l'on est, d'où on en est, je pense pas être le seul à l'apprendre. De notre état, et puis on apprend des choses et ça vaut toujours le coup. Oui, et puis là, tu es vraiment reparti vers une autre dynamique en fait. Tu parles de l'écriture, tu parles de la photo, tu parles de ton jardin. Voilà, tu as retrouvé, enfin en tous les cas, aujourd'hui, trouver ou retrouver, c'est pas le mot, mais tu es en phase avec ce que tu vis et en joie avec ça. Ouais. Et d'ailleurs, je le fête. Et ça, c'est chouette. Et en plus, elle fête ça. Eh oui. Et au Jack Daniel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien. Voilà. Merci Marie. Merci d'avoir écouté. À bientôt pour de nouvelles aventures.